le racisme et les discriminations. Dans un deuxième temps, je ferai un deuxième point pour dire ce qu'il en est aujourd'hui dans la sphère médiatique française. Et après, un troisième petit point que j'essaierai d'être aussi synthétique pour savoir comment ça se passe aussi ailleurs en Europe en termes de représentation des minorités en donnant quelques exemples. Donc je commence par mon premier point pour parler effectivement du rôle, en quoi les médias jouent un rôle dans la lutte raciste et antiraciste. Déjà, il faut comprendre que les représentations médiatiques, en fait, ont un impact sur nos représentations sociales, nos imaginaires, etc. Et que, effectivement, la façon dont les contenus médiatiques, quels qu'ils soient à travers les fictions, les professionnels des médias, les programmes d'information ou autres, effectivement, ont un impact sur la façon dont nous allons percevoir l'autre avec un grand A, celui que l'on pense différent. Et que, effectivement, lutter dans la sphère médiatique contre les stéréotypes racistes, contre l'invisibilité, contre la stigmatisation, ça va permettre, en fait, de faire tomber les barrières, d'une certaine façon, entre les individus pour qu'ils s'acceptent les uns les autres et pour faire comprendre en fait que les personnes que l'on pense différentes, quel qu'en soit leur visage, font partie intégrante en fait de la société. C'est une visibilité médiatique qui légitimise leur présence et donc symboliquement ils appartiennent effectivement à la nation. Donc dans ce cas-là, on se dit que les médias en fait ont une vraie responsabilité sociale en fait, parce que cette question de la représentation des minorités françaises, de la multiculturalité française, elle a vraiment un impact sur l'ensemble des publics, que ce soit les publics minoritaires eux-mêmes ou les publics non minoritaires. Donc les publics minoritaires eux-mêmes, c'est un impact, le fait de se sentir représenté, de se sentir inclus dans la nation française. Donc ça a vraiment un impact d'un ordre effectivement aussi psychologique, identitaire. Et pour les publics non minoritaires, la façon dont on va représenter dans les médias la société française, la diversité de la société française, ça va avoir aussi un impact sur la façon dont on se pense en tant que société, sur notre identité nationale, sur la façon dont on se voit et prendre conscience effectivement qu'on est une société mélangée. Et je trouve aussi que le fait de passer en fait par la sphère média, la sphère des contenus médiatiques pour effectivement amener à l'acceptation de l'autre avec un grand A, est plutôt une façon tout à fait intéressante et efficace de procéder. Particulièrement si on prend par exemple les programmes de fiction, les séries récurrentes, etc. Comme il y a des phénomènes d'identification qui se produisent, on va s'identifier à des personnages, à des histoires, etc., des personnes qui vivent des expériences qui peuvent nous ressembler, eh bien, on va plus adhérer à ces individus que l'on croirait a priori différents et qui finalement vont devenir, vont faire partie de notre quotidien, vont rentrer dans notre salon. C'est exactement la même chose, par exemple, pour un présentateur ou une présentatrice de JT, etc., qui s'installe tous les jours dans notre salon, et bien on commence à s'habituer effectivement à sa présence et à oublier en fait sa couleur de peau, son origine ou autre. Ainsi, les médias, les contenus médiatiques, les contenus télévisuels notamment, deviennent une sorte de point de contact et de point de rencontre avec l'autre. Et donc, de manière symbolique, on rassemble un petit peu les individus. Donc, je trouve effectivement que c'est un mode de lutte tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était la question, effectivement, des représentations médiatiques en France. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2024, de la représentation des minorités dans les médias français? J'entends par là, effectivement, en termes de minorités, toutes les populations qui sont issues de notre histoire esclavagiste, colonialiste, migratoire, etc., et donc principalement des populations non blanches. Comment est-ce qu'elles sont représentées? C'est vrai que c'est un débat qui est assez récent en France, puisqu'il est arrivé dans notre débat public et dans la sphère médiatique au tournant de l'année 2000, donc ça fait un petit peu plus de 2 décennies maintenant, à l'échelle de l'histoire, presque 20 ans.
Donc si on faisait un petit bilan, effectivement, on se rend compte que de toute façon, il y a des avancées assez claires qui sont indéniables et qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire que les médias français se sont colorés. Il y a un avant 2000 et un après 2000 très clair pour avoir commencé à travailler à cette période sur cette question, notamment pour l'organisme de régulation CSA aujourd'hui ARCOM, pour lequel j'avais proposé justement une étude sur cette question. Le comptage et l'analyse étaient très simples, il n'y avait quasiment aucune représentation, notamment du point de vue, enfin en ce qui concerne les professionnels des médias, que ce soit les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs ou autres. On pouvait les compter sur les doigts de la main, en fait. Donc là maintenant, on a besoin de plein de mains pour les compter. Donc ça, il faut très sincèrement le reconnaître. Plus de professionnels des médias. Voilà, maintenant on a des grandes figures médiatiques que tout le monde connaît, le fameux Harry Roselmack, les Lacado, Karim Rissoli, voilà, je pourrais en citer encore beaucoup d'autres qui sont des figures importantes aujourd'hui en tant que professionnels des médias. Les séries aussi se sont colorées. Voilà, on a des personnages récurrents. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous les feuilletons quotidiens qui sont sur les antennes des chaînes historiques, on va dire, qui gagnent une certaine audience, à savoir, voilà, on a commencé avec Plus belle la vie, Un grand soleil, Ici tout commence, demain nous appartient, constituent des galeries de personnages avec des origines assez effectivement diverses. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ce changement. On se rend compte aussi que tous ces changements sont notamment hissés avec le développement des plateformes de films et de séries en streaming, donc les Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., ont permis aussi, parce qu'eux sont beaucoup plus audacieux en termes de représentation, sont dans d'autres types de stratégies culturelles, ont permis aussi de faire aussi ce changement au sein des programmes français. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, il y a aussi des freins dans cette évolution en termes de représentation. Alors, rapidement, on se rend compte qu'effectivement, il y a des freins en termes de qualité de rôle, de type de représentation, puisque on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de second rôle, de rôle de joker, de rôle de remplaçant. N'oublions jamais que Harry Roselmack était le remplaçant, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'était de PDDA, et que l'on retrouve ces mêmes choses, par exemple avec Karine Pastrégis, qui remplace Anne-Sophie Lapix pendant les vacances. Donc voilà, ce sont des rôles de premier plan, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi de rôles de second couteau dans les représentations. Pas de rôle très important de décisionnaire dans les organigrammes, c'est-à-dire derrière effectivement les contenus médiatiques. Et puis bien entendu, une banalisation assez inquiétante des propos racistes sur les chaînes Tout Info, notamment du groupe Bolloré, on va le nommer. Et les journalistes, aussi dans les rédactions, peuvent subir encore effectivement des discriminations, des propos stigmatisants, des attaques racistes. Je renvoie effectivement à la création d'une nouvelle association qui s'appelle l'AJAR, qui a annoncé sa création en mai 2023, il y a à peu près un an, et qui, ça signifie l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui s'appuyait notamment sur une étude qui a été faite par le CNJ, le Syndicat national des journalistes, qui s'est basé sur le témoignage de 127 journalistes dans des rédactions diverses et variées, et qui ont montré effectivement qu'il y avait encore des freins en termes professionnels. J'en arrive à je voulais dire un autre pour finir ce deuxième point et expliquer, si je me mettais du côté des professionnels des médias, à savoir les journalistes, on se rend compte effectivement qu'il y a un changement d'attitude aussi tout à fait notable de la part de ces professionnels issus des minorités. Il y a 20 ans, c'était effectivement très difficile pour un professionnel de s'engager dans un engagement antiraciste ou de dénoncer des discriminations ou autres en tant que professionnel. Sinon, on allait être taxé de communautariste, de méchant communautariste, donc non professionnel. Et donc, c'était assez difficile. On sent un véritable changement de ce point de vue-là. Je peux donner pour exemple, et il y a peu de temps, la journaliste de France 5 qui s'appelle donc Émilie
Tran Nguyen, qui est sur l'émission C'est à vous sur France 5, qui effectivement a sorti un documentaire qui s'appelle Je ne suis pas Shinbok sur la représentation des Asiatiques dans la représentation sociale et notamment médiatique, qui a été diffusé sur la chaîne sur laquelle elle travaille. On a le même schéma avec le journaliste de TLC qui maintenant me semble sur LCP, qui s'appelle donc Asdin Ahmed Chaouch, qui a produit un documentaire qui s'appelle L'Arabe dans le Poste, tout à fait intéressant, diffusé en novembre 2023, sur sa chaîne aussi sur laquelle il travaille. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, qui montre qu'il y a effectivement une visibilité aussi de la part des professionnels des médias qui mettent en avant leur engagement antiraciste. Du côté des acteurs, si on parle plus de la fiction, des films, etc., on a aussi l'actrice Aïssa Maliga qui a montré un collectif de comédiennes autour d'un livre sorti en 2018 qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, qui dénonçait effectivement les différentes discriminations dans le monde de la fiction. Donc on voit qu'effectivement il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour effectivement faire évoluer les choses, et j'en arrive à mon troisième point très rapidement pour parler de et ailleurs en Europe. Comment se passe effectivement la représentation de la société culturelle, des minorités non blanches dans les médias. On se rend compte effectivement que le cas anglais est un cas tout à fait intéressant, une sorte de modèle en Europe par rapport au cas français, qui s'est intéressé à cette question de la représentation des minorités dans l'espace médiatique depuis la fin des années 80 et le début des années 90. Je vous rappelle que dans le cas français, c'était au tournant de l'année 2000, donc nous avons environ 20 ans de retard par rapport à cet autre pays européen. Et donc, effectivement, il y avait des unités de production pour effectivement produire des émissions sur les minorités anglaises, minorités ethniques anglaises, des évaluations des antennes assez précises avec des objectifs chiffrés en disant voilà, on est en 1990, rendez-vous dans 10 ans, il faut qu'il y ait tant de pourcentage de personnes issues de minorités à tel poste, etc., avec effectivement des outils de mesure et d'analyse assez développés qu'on a jusqu'à aujourd'hui avec l'organisme de régulation anglais qui s'appelle l'Ofcom, Office of Communications, qui est l'instance de régulation, l'équivalent de l'ARCOM aujourd'hui. On voit effectivement qu'il y a vraiment une analyse très fine de qui est à tel poste derrière, devant la caméra, donc c'est tout à fait intéressant de le noter. Et on a aussi cette figure tout à fait emblématique qui est le fameux journaliste Trevor McDonald, qui a été à l'antenne sur la chaîne privée ITV à partir des années 80 et qui est resté 30 ans. Je crois qu'il est parti en 2015, il est vraiment parti de la chaîne, et lui c'était vraiment une star. Personnellement, je sais que j'avais fait un voyage en Angleterre dans une famille anglaise lorsque j'étais adolescente, et me retrouvant à la table lors du dîner, j'avais été extrêmement choquée en tant que jeune fille de voir une personne noire qui présentait le journal, parce que ça me paraissait incroyable, parce que nous n'avions absolument pas ça dans le cas français. Donc il y a vraiment effectivement une longueur d'avance, donc ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'en fait dans chaque société, dans chaque pays, on se retrouve avec les mêmes problèmes aussi de stéréotypes, de stigmatisation, etc. Donc c'est un combat qui ne s'arrête jamais, je dirais. Et juste pour dire deux mots, parce que je sais que déjà j'ai dépassé les 10 minutes, donc je vais essayer d'être très synthétique pour la fin, il ne me reste que quelques éléments à développer, pour dire effectivement que le cas belge aussi est assez intéressant. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Je ne sais pas s'il y a des Belges dans la salle, je ne connais pas particulièrement la télévision belge, mais quand on regarde effectivement les outils de mesure qu'ils proposent, le CSA belge, qui s'appelle pareil que notre ancien CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge, sort effectivement aussi un rapport, un baromètre qui existe aussi en France, où on analyse effectivement les représentations qu'il peut avoir à l'antenne dans les différents rôles, et qui est assez similaire au baromètre français avec un petit peu plus de développement, montre aussi qu'il y a une représentation qui diminue, notamment cette année en termes de représentation des minorités. Et il y a aussi une enquête très intéressante qui est produite par l'association des journalistes professionnels, donc AJP, qui produit une enquête depuis 2011, et là on en est à la 4e édition, où ils analysent plusieurs quotidiens belges francophones pour voir comment on y représente
la société belge, les différentes minorités. Ça, c'est un point très intéressant parce qu'effectivement, la presse écrite n'est pas forcément analysée. Tous les médias ne sont pas autant analysés que les médias audiovisuels. Et là, effectivement, on se rend compte que la représentation est plutôt faible et que surtout, les représentations minoritaires sont cantonnées aux 3 sujets suivants: police, politique, sport. Je pense que tout est dit en termes de représentation. Et maintenant, je conclus pour dire effectivement que lutter contre les stéréotypes dans les médias, l'invisibilité, la stigmatisation devient plus qu'urgent aujourd'hui dans un contexte social et politique qui est vraiment gangréné par la banalisation de la parole raciste. Exemple, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour du rejet, par exemple, de Aya Nakamura pour représenter la société française, ou encore en février dernier la une d'un magazine qui s'appelle Le Peuple français, Le Peuple breton, qui avait mis effectivement en couverture un jeune homme, un jeune garçon métis avec des cheveux naturels, et ça a occasionné des torrents de haine effectivement sur la sphère des réseaux sociaux, qui est aussi à réguler d'ailleurs sur ce point, parce qu'il ne pouvait pas représenter la Bretagne, ce jeune garçon. Donc ça montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire en termes de représentation, de comment on se pense en tant que société française multiculturelle. Et donc il est temps aujourd'hui effectivement que, avec l'aide des entreprises médiatiques, qu'elles soient privées ou publiques, et avec le concours, bien entendu, de toutes les autres formes d'action politiques et militantes, de faire en sorte que nous nous pensions enfin comme une société mélangée, multiculturelle et fière de l'être. Je vous remercie de votre attention.